Hi, Active History is pleased to present a recording of Dominic Marshall's presidential address to the Canadian Historical Association, entitled Children's Drawings and Humanitarian Aid, Transnational Expressions and Exhibitions. The address was delivered on June 2nd, 2015. You can find recordings of other talks at activehistory.ca. My presentation this afternoon will be in French, and for those of you, like all my students, who think that I speak too fast, the titles of the 25 slides will be bilingual. Dans l'histoire de l'aide humanitaire, le dessin d'enfants est omniprésent, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, nous disent les analystes progressistes du McLeod Group d'Ottawa, c'est la pornographie de la pauvreté, une industrie de la pitié, simpliste et paternaliste, qui parle des symptômes et des solutions plutôt que des causes, et qui fait que le parrainage international d'enfants est de loin la façon la plus lucrative de lever des fonds pour le développement international. Le meilleur, disent encore mes collègues du groupe McLeod, c'est la communication entre donneurs et receveurs d'aide, autonome et réfléchie, de part et d'autre. Dans ce contexte, l'expression des enfants a un rôle, celui d'ouvrir des possibilités et de s'éloigner des stéréotypes. Laissez-moi vous montrer en 3 diapositives des exemples récents de ces dialogues. C'est vraiment récemment là, l'UNICEF, le travail de l'UNICEF avec des enfants en Tanzanie. Laura Madokoro a attiré mon attention sur l'histoire des Suitcase Stories, un groupe de gens qui a travaillé en Afrique du Sud avec des enfants souvent orphelins, réfugiés en Afrique du Sud, d'autres pays, qui consignent leur histoire dans des valises. Et récemment aussi, le travail de l'UNICEF en République centrafricaine dans des camps de centaines de milliers de réfugiés, où les dessins sont souvent très violents. Ce que ma brève histoire voudrait montrer cet après-midi, c'est que ces rôles multiples et contradictoires des dessins d'enfants ont une longue histoire. Comme la photographie humanitaire, leurs parents visuels mieux étudiés, les dessins d'enfants produits dans le contexte de l'aide internationale font partie intégrante de l'histoire d'un médium. En effet, par moments, l'histoire de l'humanitaire a eu une influence significative sur l'histoire du dessin d'enfants. Plus encore, en leur temps, les dessins d'enfants produits au cours d'expériences humanitaires ont fait partie prenante des développements de plusieurs types d'expertise, de la psychologie à la pédagogie, en passant par la philosophie, l'histoire de l'art et la peinture. Si je me suis servi copieusement de leurs outils d'analyse, j'ai constaté que rares sont pourtant les membres de ces professions qui ont abordé le genre du dessin d'enfants humanitaire. Cette revue chronologique représente donc un effort assez neuf qui prend pour point de départ les dessins rencontrés dans mes recherches sur l'histoire des droits des enfants et de plusieurs organisations non gouvernementales. J'y développe les thèmes suivants: les audiences de ces dessins, leurs sujets, les styles, les conditions de production de leurs auteurs, les modalités de sélection des dessins à exporter et à présenter dans les expositions, leurs modalités de circulation, d'exposition, de publication et d'archivage, les avatars des réceptions contemporaines et les problèmes éthiques de la propriété intellectuelle. Un dernier exemple en Syrie récemment. Si l'on considère les missionnaires comme les premiers humanitaires, les plus vieux de ces dessins d'enfants, dont j'ai connaissance, figurent dans un album assemblé par l'un des premiers Chinois arrivés aux États-Unis, arrivé en Nouvelle-Angleterre au début du 19e siècle pour étudier au Cornwall Seminary. Il utilisa ses contributions à un scrapbook collectif déniché par l'historienne de l'enfance Karen Sanchez-Kepler pour ordonner la rencontre des deux mondes à laquelle il participait.
La délicatesse de ces représentations annonce d'emblée le problème des analyses de genre et l'emploi réfléchi de deux idiomes donne des clés de compréhension pour la vie troublée d'un jeune qui, de retour en Chine, prendra volontiers une distance considérable d'avec ses années américaines. En général, toutefois, l'histoire de l'enseignement colonial nous apprend que l'espace de liberté relative nécessaire à l'expression enfantine fut rarement donné aux pupilles non européennes des missionnaires chrétiens. 150 ans plus tard, l'aventure du pensionnat d'Alberni en Colombie-Britannique, relatée juste hier au Musée canadien d'histoire dans le cadre de la fin des travaux de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, représente une de ces exceptions. Le dessin avait pu servir de témoignage rétrospectif de la part d'adultes ayant survécu au pensionnat, mais personne n'imaginait qu'il existait des enfants d'enfants de l'époque. Il est apparu il y a 5 ans que Robert Haller, un instituteur bénévole du tournant des années 60, avait conservé 47 dessins d'enfants pensionnaires dans des institutions d'enfermement. Il les a montrés à l'anthropologue de l'Université de la Colombie-Britannique, Andrea Walsh, qui les a à son tour exposés après avoir rejoint les auteurs ou leurs descendants. Certains dessins sont retournés aux auteurs, d'autres ont pris le chemin des archives, et tous ont fait l'objet, il y a 2 ans, d'une cérémonie de rapatriement. La journaliste locale Judith Lavoie a recueilli les propos de l'un des auteurs, et je la cite en anglais. « George, a Nahusat First Nation hereditary chief, was sent to Alberni Indian Residential School when he was about 6 years old. Soon after his arrival, he jumped at the chance of taking art classes because they would get him out of early bedtime. They used to put us to bed at 6 p.m., and the art classes were between 7 p.m. and 10 p.m., he recalled. It was during the evening that most sexual abuse happened. Dorm supervisor Arthur Henry Plint was eventually branded a sexual terrorist by the courts, and I credit those classes, he says, with keeping me from being abused. He was physically abused at the school, but he escaped the sexual abuse that many of his friends and siblings suffered. I want my story to be kept alive by these drawings, he said, and he remembers the kindness shown to him by the volunteer art teacher, Robert Haller, as being in stark contrast to the harsh realities of life at school. S'il existe peu de dessins de ce genre dans les archives missionnaires d'avant le 20e siècle, il semble qu'il en existe encore moins dans les archives des anti-esclavagistes, ces autres ancêtres de l'humanitaire. C'est en partie parce que la prolifération du genre dépend de la disponibilité du papier, des crayons et de la peinture. Les témoignages des artistes du milieu du 19e siècle, qui les premiers s'intéressent aux particularités du langage pictural enfantin, pointaient dans cette direction. Le littéraire français Théophile Gautier, par exemple, parlait, et je cite, des petits bonhommes dont les gamins charbonnent les murailles. Et le photographe humanitaire délégué du Comité international de la Croix-Rouge, Jean Mort, qu'on voit ici, a rapporté l'image d'un tel mur au camp de Jerash dans la Jordanie de 1983, signe inamovible du besoin d'expression des enfants réfugiés. De passage à Kakia, en Ouganda, c'est en bas, le même Mort avait 15 ans plus tôt photographié des écoliers dansant pour les visiteurs, un autre document à la marge de mon sujet d'aujourd'hui qui parle de ce que les publics d'outre-mer ne peuvent pas voir. Mentionnons que ces photographies ont été présentées par le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne à l'Université d'Ottawa l'année dernière, où j'ai probablement pris des photos illégales, à l'occasion du 150e anniversaire de la Croix-Rouge. Une dernière remarque au sujet des photos de mort. En regardant ces jeunes artistes, il est facile de voir que le dessin des enfants peut aussi être un jeu, une fonction que plusieurs pédagogues du tournant du 20e siècle allaient privilégier quand ils firent campagne contre la rigidité des cours de dessin de leurs contemporains. Ces tenants du dessin libre se divisèrent à leur tour entre ceux pour qui le rôle du dessin d'enfant s'arrêtait là, au jeu, et ceux qui allaient y voir davantage une véritable façon de grandir.
these are things that I published in one of my articles on Hoover. Hoover and Children's Rights. Les dessinateurs associés à l'aventure humanitaire Herbert Hoover, au moment du premier conflit mondial, d'abord en Belgique, puis en Europe centrale et enfin en Union soviétique, furent souvent des jeunes des classes moyennes qui faisaient parvenir aux donateurs américains un message de gratitude à l'instigation de leurs instituteurs. Envoyés par groupe, produits en contexte scolaire, leurs images et leurs textes sont assez semblables et dénotent une distance du conflit et de ses conséquences à la fois physiques et socio-économiques. Dans ce mouvement de reconnaissance transatlantique, les enfants ne sont pas isolés. Ils figurent dans un ensemble de gages de remerciements au musée Hoover, à côté de dentelles et de broderies des adultes. Les dessins de la collection de la bibliothèque présidentielle semblent avoir permis à des enfants de langue française de communiquer directement avec des populations anglophones. Certains d'entre les jeunes auteurs m'ont surpris. Ceux qui rappelèrent aux enfants américains qu'ils étaient chanceux et qu'il était de leur devoir et non pas parce qu'ils étaient charitables d'aider ceux qui souffraient pour défendre les libertés de tous, et ceux qui les remerciaient entre égaux parce qu'ils leur avaient procuré des biens qu'ils distribueraient à leur tour aux pauvres de leur propre communauté. À lire les messages qui accompagnent les images, il semble que le Comité pour l'aide à la Belgique ait aussi utilisé le dessin comme moyen de communication entre pays différents. C'est ce que les jeunes recrues des mouvements internationaux de jeunes depuis l'entre-deux-guerres ont encouragé les jeunes à faire dans les programmes de correspondance internationale et d'échange de dessins de la Croix-Rouge, des Scouts et des Guides, du YMCA et autres, étudiés par plusieurs historiennes et collègues canadiennes, Christine Alexander, Sarah Glassford, Marie-Louise Hermich, Jennifer Polks, André, Anne Plourde et bien d'autres. On observe d'emblée dans ces éléments les plus vieux de mon corpus des thèmes récurrents. L'attention aux détails, la reprise de symboles nationaux, la copie d'une propagande raciste. On devine que plusieurs de ces dessins sont basés sur des dessins de presse et des cartes postales auxquelles les enfants de l'époque avaient accès. Si tel est le cas, selon le curateur français Pierre de Panafieux, ces dessins témoigneraient d'une grande attention des jeunes à leur actualité très récente. Il n'existe pas, à ma connaissance, de témoignage des auteurs belges, mais celui d'un enfant des cours de dessin de l'école alsacienne où, en 1916, un professeur demanda aux élèves d'illustrer la guerre est éloquent. Et je cite. Il a été interviewé par la suite par les membres d'un projet dont je vais parler plus tard. Tout cela se passait, raconta-t-il plus tard, au temps de la Première Guerre mondiale, entre ma 12e et ma 13e année. Il régnait, bien entendu, alors à l'école alsacienne un vif patriotisme en accord avec son nom. Dans nos dessins d'enfants, sous la houlette de l'excellent et charmant Maurice Testard, leur professeur à qui on doit la collection présentée dans un livre, une exposition, puis un site web, nous rivalisions de brocards sanglants contre le Kaiser et ses soldats à casque de pointe. Mais c'était entièrement de notre cru, car je n'ai pas souvenir que nos professeurs, s'ils exaltaient en nous l'amour de la patrie, nous aient jamais enseigné la haine ni la vengeance. Je ne les ai jamais entendus se laisser entraîner contre l'ennemi, aux excès de langage ni aux basses injures. On peut lire à gauche Turcot, moi, après la guerre, ça c'est un des zouaves, des membres des troupes coloniales. Moi, après la guerre, amenez-vous dans mon pays, car moi, aimer les boches, rôti à la broche. Une allusion aux troupes coloniales, écrite encore Panafieux, qui reprend le lieu commun et raciste sur le cannibalisme des Africains. Voici donc des témoignages de l'attrait des enfants pour la destruction, que plusieurs analystes des dessins d'enfants tentent à minimiser, et qui fait l'objet d'un dessin de la revue satirique Punch, 2 décennies plus tard, soucieuse de l'effet de la guerre sur ce penchant destructeur des jeunes dessinateurs britanniques de la Seconde Guerre mondiale.
So for those of you at the back, isn't there a boy in the class who can draw a different version of Mary Had a Little Lamb? La tendance noire de l'expression enfantine divisait déjà les critiques d'art du début du siècle, autant que les psychologues, les philosophes, les artistes, et elle les divise encore. D'un côté, ceux qui, comme Picasso et plus tard Roland Barthes, considéraient la destruction comme partie prenante du développement, allant jusqu'à considérer le barbouillage comme un signe de l'envie d'anéantir. Leurs adversaires invitaient plutôt les parents et les pédagogues à décourager cette violence. Retournons aux humanitaires. Dès les premières heures du Save the Children Fund, fondé en 1919, ces projets de reconstruction en Europe centrale auprès des enfants des anciens ennemis impliquèrent des pédagogues convaincus de l'utilité du dessin. Pour les idéalistes du Save the Children Fund, les dessins des enfants aidés par l'association à Vienne représentaient aussi un moyen d'établir l'humanité des ennemis d'hier, comme les missionnaires l'avaient fait depuis des années, qui plaçaient à l'arrière-plan de leurs photographies des objets beaux et complexes qui montraient que les sauvages avaient une âme. Les collaborateurs du Save the Children Fund étaient pionniers du genre. L'institutrice de Birmingham, Francesca Wilson, envoyée à Vienne par le Save the Children Fund, travailla aux côtés de Franz Zizek, proche du mouvement d'art nouveau à Vienne, collègue de Gustav Klimt et promoteur de méthodes d'enseignement de l'art qui privilégiaient l'expression libre des jeunes auteurs. Dans le but de lever des fonds pour le fonds, l'institutrice ouvrit donc à Londres une exposition de dessins qui firent aussi l'objet d'un catalogue écrit par Wilson elle-même, intitulé The Child as Artist, Some Conversations with Professor Zizek, illustré par des gravures sur bois, comme celles que vous voyez en haut. Et c'est sous l'égide du Save the Children Fund que les méthodes de Zizek apparurent aux États-Unis, et plus encore, les autorités scolaires de Londres, qui visitèrent l'exposition, reprirent à leur compte ces méthodes nouvelles qu'ils appliquèrent à l'ensemble du système des écoles publiques. Les dessins font maintenant partie d'un fonds d'archives de Birmingham, venu d'Europe centrale, exécuté dans les médias du lieu et du moment. Ces images témoignent tout de même de traditions graphiques culturelles particulières de l'Europe centrale et qui posaient un défi aux humanitaires qui les employaient comme un idiome universel. Zizek croyait, et je le cite en anglais, que people make a great mistake in thinking of child art merely as a step to adult art. It is a thing in itself, quite shut off and isolated, following its own laws and not the laws of grown-up people. Once its blossoming time is over, it will never come again. Zizek se situait au centre d'un mouvement que l'historien d'art Emmanuel Pernoud appelle l'invention du dessin d'enfant, dans son ouvrage du même nom. Ainsi, l'exposition et la diffusion d'images enfantines reliées à l'humanitaire fit partie d'un effort plus large d'exposition de cet idiome dont on commençait à postuler la nature particulière en tant qu'expression pure. Il s'agissait en partie d'une reconnaissance de la valeur esthétique de ces dessins qui continuent d'animer plusieurs de leurs usages, ma présentation incluse. Ces croyances en une expression originale rejoignaient aussi l'idée forte chez les humanitaires du Save the Children Fund de l'importance de protéger l'enfance comme une période particulière et cruciale, digne d'une attention dépassant les frontières et les hostilités des adultes. L'idée associée d'une pureté de l'expression enfantine séduisit plusieurs articles de l'époque, en même temps que celle de la pureté des expressions des peuples autochtones. Pour le bonheur des collectes humanitaires, la notion encore répandue aujourd'hui que les dessins d'enfants reproduisent la réalité sans artifice a souvent pu interpeller les donateurs lointains qui cherchent à ressentir directement l'expérience des récipiendaires de leurs dons sans intermédiaire, comme l'a si bien montré l'anthropologue Erika Bornstein dans son étude des donateurs canadiens du programme de parrainage des enfants au Zimbabwe, dirigé par Plan Canada. Ainsi, les histoires parallèles de la naissance d'un humanitarisme dirigé en particulier vers les enfants
et l'invention du dessin d'enfants représentent des histoires fortement imbriquées. Les fondateurs du mouvement, eux-mêmes proches des méthodes nouvelles d'éducation, du mouvement Save the Children Fund, choisirent leurs collaborateurs dans le même esprit qui allait animer la Déclaration des droits de l'enfant de 1924, en lui reconnaissant une volonté propre, digne d'être entendue et protégée par une institution internationale. Vu de cette façon, les productions artistiques des jeunes récipiendaires de l'aide internationale qui parsemaient les pages de la publication mensuelle du Save the Children Fund, The World Children, offraient aux donateurs actuels et potentiels des preuves du travail d'éducation que l'argent des donateurs permettait d'accomplir. En 1927, 3 ans après l'adoption de la Déclaration des droits des enfants par la Société des Nations, l'organisme chapeau du mouvement Save the Children, qui s'appelait l'Union internationale de secours aux enfants, lança un concours mondial de dessin par l'entremise de ses comités nationaux. Elle demanda aux jeunes d'illustrer le sens des droits nouvellement adoptés. L'appel était le fait de réformistes soucieux de populariser et de diffuser son contenu, de s'assurer que les enfants eux-mêmes aient conscience de leurs nouvelles prérogatives, tout comme le format succinct de la déclaration. L'Union internationale choisit de reproduire une sélection de ces dessins pour illustrer un ouvrage intitulé « The Declaration of Geneva and the Rights of the Child » que vous ne verrez pas à cause de la lenteur du plan de bibliothèque, et de présenter le nouveau document international du point de vue des détenteurs de ces nouveaux droits. Puis elle les renvoya aux organismes participants pour qu'ils puissent les exposer eux-mêmes. Le grand pédagogue polonais Janusz Korczak, connu comme l'un des pères des droits de l'enfance, faisait partie du comité polonais de la protection de l'enfance qui organisa le concours en Pologne et qui publia dans son sillage une brochure sur la Déclaration des droits de l'enfant dans la créativité infantile. À Carleton University, où j'enseigne, les archives du Centre Landon Pearson sur les droits des enfants contiennent une publication similaire, publiée 50 ans plus tard, qui présente les dessins de jeunes Canadiens appelés par le collectif All About Us, nous autres, à illustrer les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 30 ans après son adoption. Au moment de la guerre civile en Espagne, au milieu des années 30, les humanitaires utilisèrent le dessin comme un des outils de leur travail de sauvegarde et de réhabilitation. Pionnés de ce travail, les époux Françoise et Alfred Brunner facilitèrent, collectionnèrent et répandirent des milliers de dessins à partir de l'Espagne en guerre. Pour eux, le dessin pouvait servir de moyen d'entamer une conversation. C'est ainsi que certains des enfants soignés par les Brunner évoluèrent du gribouillis noir aux représentations plus différenciées, à mesure qu'ils purent sortir de leur mutisme qui résultait de leur expérience de la guerre. Dessiner pouvait ainsi aider les enfants à faire face à ce qui leur était arrivé. Dans la foulée des psychologues et des philosophes qui avaient inventé le dessin d'enfant, les Brunner considéraient le dessin final comme l'aboutissement d'un effort d'agencement du monde, le résultat d'une recherche de signification. Vu de cette façon, la popularité des dessins d'enfants auprès du public humanitaire pourrait avoir une dimension plus intéressante qu'on pense que le simple voyeurisme qui trouble le groupe McLeod. Le dessin constituerait une réflexion autonome qui rencontrerait la volonté d'audience, elle aussi à la recherche d'une compréhension de la nature de conflits difficiles. Les Brunner découvrirent que la seule façon de sortir de leur mutisme, les enfants traumatisés des régions victimes des premiers bombardements civils aériens de l'histoire, était de les convaincre de l'existence d'une place chez eux ou autour d'eux où il y aurait de l'espoir et où ils étaient attendus. Leur action indiquait à quel point le travail humanitaire de réhabilitation était relié à la politique. Autrement dit, comment le travail psychologique était profondément politique. L'envoi et la circulation aux États-Unis des dessins collectés par les Brunner et bien d'autres travailleurs humanitaires ont servi à lever des fonds pour la cause républicaine. Il faut dire ici que la pratique des Brunner impliquait déjà la volonté de laisser aux enfants le soin de conserver leur ouvrage en faisant des copies.
Il faut aussi dire que leur travail humanitaire était fortement relié à leurs convictions pacifistes. Le plus fameux de ces efforts est le petit livre intitulé des Still Draw Pictures, introduit par Julian Huxley, qui offre un commentaire sur le contenu des dessins. Ces envois ont laissé des traces dans les archives américaines et canadiennes, y compris aux archives provinciales de l'Ontario. Je retourne là-bas. Here. Aux archives provinciales de l'Ontario, c'est dans les archives du communiste canadien Albert McLeod, fondateur du Canadian Committee to Aid Spanish Democracy, dont on voit un exemple. OK, je vais retourner là-bas. On comprend comment ces représentations de la guerre, par l'entremise du regard enfantin, en imbriquant innocence et horreur, ont eu un pouvoir de choc. Le travail d'archivage et de curation de ces dessins donne l'occasion de réfléchir à la conservation de ces sources documentaires. Les Bronner eux-mêmes se sont faits collectionneurs de documents venus de partout. Les pièces qui font l'objet de leur publication, intitulée « J'ai dessiné la guerre », remontent à la guerre des Boers. La collection des Bronner a récemment fait l'objet d'une entreprise analytique profonde et novatrice. C'est le site web de l'équipe de Clermont-Ferrand, Enfants, Violence, Exil, qui utilise les productions enfantines, entre autres pour enseigner la guerre aux enfants. Elle travaille aussi sur les questions d'interprétation, avec à son centre une série d'entrevues d'Alfred Brauner avant qu'il meure, offrant ses commentaires à mesure qu'il regarde les dessins qu'il avait collectés. On apprend que le couple observait l'ordre dans lequel un enfant dessinait, sa gestuelle, pour comprendre de quoi il s'agissait. Voici donc une petite leçon d'analyse sur vidéo qui parle entre autres de la façon dont les enfants ont de dessiner plusieurs moments à la fois. I'll try this. Vous voyez, quand j'étais petit garçon, parce que j'étais petit garçon autrefois, Stop this one. J'ai dessiné d'abord. I want this one, sorry, because I started in the middle. So I'll just give you 2 minutes of Bronner talking about. C'est de là que nous avons eu toute notre expérience avec des enfants traumatisés, mais aussi avec des enfants qui dessinent. Voici un dessin qui, à mon avis, est très important. D'abord, on voit ce que l'enfant a effectivement vécu, nous le savons. C'est une maison coupée en deux, avec cet aspect hallucinant des meubles au grand jour. Ce qui a fortement impressionné les enfants, qu'on voit les lits, les tableaux au mur, etc. Et d'autre part, l'enfant a perdu son père. À cette occasion, le père est ici en bas, c'est marqué Padre, ici en bas, Padre. La bombe, simultanément, arrive en bas. Et cette simultanéité est caractéristique. Voilà la mer qui tombe, est encore en train de tomber. Les avions sont, vous avez les chasseurs qui suivent les bombardiers, n'est-ce pas, pour les mitrailler, et l'enfant lui-même est ici à l'étage, et c'est corps, c'est-à-dire au secours. C'était vraiment la scène qui a effrayé l'enfant, le plus impressionnant étant qu'il était lui en haut, et qu'il a fallu chercher avec l'échelle n'y est pas, mais que son père était en dessous, à côté de la bombe qui venait d'arriver. Vous voyez, il y a simultanéité et surtout erreur sur la succession. C'est donc très caractéristique d'un décès spontané qui ne réussit pas à mettre de l'ordre dans les choses. Oui, mais en même temps, on suit l'histoire de la mort de son Parce père. que nous, la reconstruction... Okay. Stop here. Go back to where I was. Ces renseignements que Bronner vient de donner manquent le plus souvent à ceux qui veulent comprendre les dessins d'enfants. Mais les reportages avec lesquels j'ai ouvert cette communication, qui montrent des photos d'enfants dessinant à côté de leurs œuvres, donnent un aperçu du caractère souvent collectif de cette activité par lequel les enfants s'influencent l'un et l'autre. Il est intéressant aussi de savoir que les Bronner devinrent spécialistes dans le traitement de l'autisme. Ainsi, une entreprise amorcée au sein de l'urgence humanitaire a eu de grandes répercussions en temps de paix. Entre-temps, au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Bronner ont poursuivi leur travail auprès des victimes des camps de concentration.
Les dessins peut-être les mieux connus de cette période sont ceux du camp modèle de Theresienstadt, celui-là même dont la Croix-Rouge connaissait le funeste but et sur laquelle elle s'est tue. Le travail auprès des enfants a fait l'objet de belles études, dont celle de Hélène Handler-Spitz. Les représentations des horreurs y côtoient celles des souvenirs de temps paisibles. Dans les dessins des deux types, les enfants tentent souvent de se replacer dans un contexte, le plus souvent celui de leur famille. Ce thème en particulier est intéressant puisqu'il va à l'encontre de la tendance discréditée qu'ont souvent les humanitaires à dépeindre les enfants comme des êtres isolés pour générer la pitié des donateurs. Les dessins des enfants des guerres de libération coloniale ont été utilisés comme moyen curatif par le psychiatre, combattant et théoricien de l'anticolonialisme, le Martiniquais Frantz Fanon, devenu algérien, d'une façon qui n'est pas sans rappeler celle des Bronner. Des œuvres de ces jeunes patients de la fin des années 50, algériens réfugiés en Tunisie, furent ramenés en France par le réalisateur anticolonial français René Vauthier, dont on voit la photo en bas à droite. En 1961, deux collègues cinéastes de Vauthier les mirent en mouvement et utilisèrent des récits d'enfants comme bande sonore. Le petit film « J'ai 8 ans », dont je vais vous montrer 3 des 8 minutes, fut le résultat. How do I get Joe to... I'm going to go there, I'm going to open the wrong one, and then I go back to where I was. Okay, there. Right, so... Les soldats de Princesse Pénara. Il a attrapé 5 hommes. Ils ont tué. Ils ont bloqué mon frère, le cousin de mon grand-père. L'hélicoptère, ils ont descendu. Ils sont en parachutiste. Les soldats français cherchent à mon père pour le mettre en prison. Fais attention. Les soldats de la France, il faut faire attention. Ils ont venu, les soldats de France. Ils ont dit, il y en a les gens qui ont venu ici. Nous avons l'air du nom. Ils ont tapé 3 hommes et mon grand-père, les vieux. Ils ont tué les 3 hommes sauf mon grand-père. Après, ils ont parti pour manger à midi. Les violences apparaissaient à travers... Deux collègues les mirent en mouvement les dessins et utilisèrent les récits d'enfants comme bande sonore. Ce film, pour répéter les remarques d'un critique, marked a critical intersection between radical psychiatry and activist cinema. Les violences apparaissaient à travers des témoignages graphiques et aussi orales,
Le pari de Fanon était thérapeutique. La visualisation, c'était son mot, de ce qui les troublait par l'entremise de la parole, de l'écrit ou du dessin, pourrait aider les réfugiés, adultes et enfants, à faire face à leurs expériences. Le pari des cinéastes, de même que celui du philanthrope italien Giovanni Pirelli, qui publia des douzaines de ses dessins, fut que la force accusatrice du regard enfantin aurait un potentiel dramatique qui provoquerait l'indignation. Garçons et filles y étalaient une connaissance incontournable de la torture et des actes d'humiliation gratuits des Français auprès des civils que plusieurs en France métropolitaine refusaient encore de reconnaître. Le film incorporait des photos de jeunes regardant directement la caméra. Dans ce corpus, comme dans les témoignages des enfants évacués de l'Espagne des années 30 mentionnés plus tôt, la profondeur de l'engagement politique des enfants apparaît, loin de l'idéal d'innocence associé au jeune âge par un humanitarisme simpliste. Le film, selon l'analyste Nicolas Mizroeff, représente enfin un acte de mémoire et de commémoration de la guerre dans les régions rurales et une preuve du succès de la résistance anticoloniale. La police française reconnut tôt cette fonction de la pellicule qui fut saisie et bannie des écrans du pays pendant 12 ans et qui se méritera plusieurs distinctions du moment qu'elle fut disponible. Les dessins et les artefacts que le président d'Oxfam Canada, Meyer Brownstone, a rapportés des camps salvadoriens réfugiés du Honduras dans les années 80 représentent en partie, eux aussi, des mementos. C'est Meyer dans son bureau il y a 2 ans, puis lui, c'est une photo de lui aussi dans le camp des réfugiés. Alors, il tient dans ses mains un dessin, qui est celui-ci. Ce document, l'un des premiers qu'il m'a montré quand je l'ai interviewé, fut dessiné par un enfant dont il s'était lié d'amitié et que Meyer ne retrouva jamais à son retour. Voici ce que Uriel Contreras, notre interne hispanophone, a réussi à traduire de la légende. Puis, I'll say it in English because Uriel's translated it in English, so that's a funny thing. But upper phrase, I cannot say if there's an R between the A and the T. Marta Chica would mean Marta girl, but if it says Mata Chica, then it means kill the girl. Big paragraph. Here in the camp, the militaries get inside to hit people, kill boys, and girls they kill the girl, punching and kicking her. We, the refugees, had a bad time because the militaries have bordered the camps. We can't go out. And in the short paragraph, outside the camps because they can't get killed. Thank you, Uriel. Ces productions relevaient en partie du besoin d'occuper les enfants et bien vite de les scolariser dans les camps, dans des circonstances précaires, ce qui représentait un travail constructif et de longue haleine qui correspondait bien aux principes d'Oxfam Canada. Pour les donneurs du Nord, les représentations d'enfants qui dessinent photographiés dans leur contexte comme ceux-ci font du dessin un signe d'endurance. Pour les humanitaires, comme le photographe Jean Mort rencontré plus tôt et Meyer Brownstone, il ne s'agissait pas seulement de représenter l'espoir, mais encore de montrer que ces communautés ont la capacité de s'aider elles-mêmes. Des Français associés au Bronner se rendirent eux aussi dans les mêmes camps du Honduras pour travailler explicitement auprès des enfants et ils rapportèrent de leurs expéditions des copies de dessins. Leur travail de recherche courant inclut une série d'entrevues fascinantes auprès des auteurs de ces dessins il y a 40 ans, qui se rappellent comme il y a 30 ans, qui se rappellent comme les survivants du pensionnat d'Alberni mentionné plus haut, des circonstances dans lesquelles ils ont dessiné. D'autres dessins prirent la route organisée par des enseignants canadiens. Plus optimistes et moins choquants que celui que Meyer nous a montré, ils participaient d'un travail de solidarité internationale entrepris par Oxfam avec des pêcheurs, des infirmières, des syndicalistes. On peut aussi les replacer au sein d'une panoplie de moyens de mobilisation auprès des populations dont Oxfam recherchait les appuis et les donations au Nord, à côté des chansons de Bruce Cockburn, elle aussi à même de communiquer directement par les sens des réalités plus urgentes. On peut encore les relier à des réseaux transnationaux profonds, ceux des diasporas vivantes au Canada. Alors là, je vais vous demander de regarder juste ce
ce qui est ici en bas de la diapo au début, c'est le cas de ce petit livre sur les enfants du Sierra Leone, collectionné à la fin des années 90 par l'entremise d'un enseignant canadien d'origine sierra-léonaise et grâce à son implication de longue date au sein de la communauté des enseignants locaux en Afrique. De la centaine de dessins ramenés au Canada, la douzaine qu'il choisit pour l'ouvrage, puis je m'excuse, la représentation n'est pas belle du tout, contient le dessin d'un viol. 15 ans plus tard, les auteurs d'un petit vidéo, c'est ceux qui sont en haut, d'introduction au sommet sur la violence sexuelle dans les régions de conflit, ont choisi un langage différent, étrange, mais qui renvoie aussi au pouvoir de l'idiome du dessin d'enfant. Et c'est un langage inusité. C'est un faux dessin d'enfant. Je vais vous montrer le vidéo, ça dure juste 1 minute. On va l'arrêter encore ici, puis on va aller ici. There's a weapon that doesn't just leave physical wounds, it leaves emotional wounds. A weapon of power, violence, and control. A weapon that is just as scary as bombs and bullets, but invisible. Rape. Rape and sexual violence are used against women, girls, men, and boys. Victims are sometimes abandoned by their families. And the anger and shame left behind can tear communities apart and make wars last longer. Especially when the monsters who do it are allowed to get away with it. Even live near their victims. But it doesn't have to be this way. I think I'll stop here. You got the other. Okay. Il est vrai, comme le rapporte ma collègue Monica Patterson, de ses entrevues avec des militants sud-africains de l'ANC, que les adultes dessinent parfois comme des enfants, n'ayant pas eu la chance de dessiner depuis leur jeune âge. Mais ce n'est pas le cas de ce petit film que je viens de montrer, que ma collègue en études légales, Doris Boss, m'a montré avec une certaine impatience. Aujourd'hui, des travailleurs sociaux et des anthropologues d'Afrique du Sud, comme Jenny Doubt, collègue de Monica, utilisent des dessins d'enfants non seulement comme Oxfam le faisait en 89 d'une façon thérapeutique, mais encore comme un moyen alternatif d'adresser la demande croissante des gouvernements et des organisations non gouvernementales pour des moyens d'évaluation précis des impacts de leurs dons. Avant de conclure, j'aimerais citer Cindy Blackstock, la directrice de l'Initiative nationale pour le bien-être des enfants autochtones issue de la Commission de vérité et de réconciliation, dont le site web et les publications font abondamment usage de dessins d'enfants. Quand je lui ai fait part du sujet de mon discours et lui ai demandé de reproduire les dessins de son groupe, elle a répondu « I am thrilled you're wanting to share the works in your talk. We invited children from across Canada to submit their artwork on reconciliation and then selected Alisa's drawing as the logo for the event where the touchstone principles and process were created. Then a banner was painted at the event as people talked. Adults Joey Mallet, non-Aboriginal, and Michelle Nahani, First Nation, jointly painted the parts up until the end of the Flames of Reconciliation. Then, 2 First Nations children, Chelsea Muska and Paisley Nahani, painted the vision of reconciliation from the chubby eagle, which you see there, to the end, which I am not showing. J'espère que ce voyage historique à travers un corpus de dessins produits dans des contextes humanitaires vous permettra de prendre le temps de regarder la prochaine livraison du genre avec davantage d'intérêt et que ces documents sont devenus un peu plus éloquents, au-delà du cynisme d'hier ou de l'émerveillement. Merci. You've been listening to a recording of Dominic Marshall's presidential address to the Canadian Historical Association, entitled Children's Drawings in Humanitarian Aid, Transnational Expressions and Exhibitions. The address was delivered on June 2nd, 2015. You can find recordings of other talks at activehistory.ca.